Oh, quel scandale! Que de ragots échangés par les courtisans, chuchotant la nouvelle que la reine avait un enfant à la peau foncée. La reine n'était pas très appréciée à la cour. C'est une Espagnole, élevée dans le silence crépusculaire de la cour madrilène, strictement traditionnelle. Trop religieuse, trop calme, trop peu française. Elle semble avoir eu du mal à s'adapter aux manières faciles d'un pays qui lui était étranger. Si elle avait eu un caractère un peu plus imposant, si elle avait conquis le roi par sa beauté, qui sait, peut-être lui aurait-il témoigné un peu plus d'attention et de respect. Mais hélas, la reine ne possède ni l'un ni l'autre. Sa beauté délicate, encadrée par la lumière de la jeunesse, s'est rapidement fanée, l'humiliant s'est même permis des faveurs. Personne ne se serait attendu à un démarchage aussi flagrant de la part d'une créature aussi aphone. Un enfant noir? Avec la reine? Que dirait le roi? En 1660, à l'âge de 21 ans, Louis XIV se marie, faisant passer les intérêts de l'État avant les siens. Son grand amour, Maria Mancini, aux yeux sombres et vifs, bien qu'issu de la noblesse italienne, ne pouvait devenir un couple digne du roi de France. Il préférait de loin l'infante d'Espagne, dont le mariage allait cimenter le traité de paix franco-espagnol, qui venait d'être conclu. L'infante Marie-Thérèse est également âgée de 21 ans. Elle était la cousine de Louis XIV, tant du côté maternel que paternel, et ne possédait pas de vertu particulière, à l'exception d'un bon caractère. Dès son arrivée en France, Marie-Thérèse s'efforce de devenir une bonne reine. Elle donne l'exemple par sa piété, apprend la langue, qu'elle ne parviendra cependant jamais à maîtriser complètement, s'engage dans des œuvres caritatives, et, bien sûr, doit accomplir son destin en donnant des héritiers à son mari. Entre-temps, dans un nouveau pays, ce n'était pas facile pour elle. L'attachement de la jeune femme à sa patrie était trop fort. Elle a emporté avec elle les habitudes espagnoles, et ne veut pas les abandonner. Ces dames ternes et guindées, ces nains bouffons ridicules, les chiens, le chocolat chaud. Outre cet attachement évident à la culture espagnole, on ne pouvait pardonner à la reine son accent, sa maladresse à danser, ou sa peur des fantômes. Les Huité racontent que la reine avait tellement peur des esprits, qu'une demoiselle d'honneur devait lui tenir la main toute la nuit, même, disent-ils en souriant, lorsque le roi rendait visite à la reine. La main de la dame d'honneur ne gênait manifestement pas le couple, car dès 1661 naissait le fils héritier Louis, puis en 1662 Anne-Élisabeth, en 1664 Marie-Anne, un peu plus tard Marie-Thérèse, Philippe-Charles, Louis-François. Sur les 6 enfants de la reine, un seul, le fils aîné, passe à l'enfance. À l'époque, on ne savait pas grand-chose des conséquences négatives des mariages étroits. Selon les légendes, la reine Marie-Thérèse aurait eu un autre enfant survivant, une fille. L'origine de Louise Marie-Thérèse de Moret est entourée de mystères. Au printemps 1665, Louis Bontemps, premier valet de chambre du roi, apporte au couvent une petite fille. Il ne donne ni date de naissance, ni information sur ses parents. Rien qui puisse éclairer le mystère de sa naissance. Et il y avait bien un mystère, car la petite fille, pour laquelle un personnage aussi important du royaume s'était montré soucieux, était aussi sombre que la nuit. La nouvelle de l'étrange geste du valet sortit du monastère, et se répandit dans la société, continuant à prendre de l'ampleur, et à s'enrichir de détails incroyables. Finalement, dans les esprits se construit une version, la mystérieuse enfant serait la fille de la reine. Le 16 novembre 1664, après une grossesse difficile, et avec un mois d'avance sur le calendrier, Marie-Thérèse donne naissance à son 3e enfant, une fille, officiellement nommée Marie-Anne. Le 26 décembre, l'enfant est déclaré mort. Son corps est déposé dans la basilique de Saint-Denis. Entre-temps, cette annonce tragique n'a pas été crue. Une telle histoire était nécessaire pour cacher un fait troublant. L'enfant de la reine avait la peau foncée. Les médecins et l'entourage de la reine tentent de faire taire les rumeurs sur la couleur de la peau du nouveau-né, en la justifiant par une consommation excessive de chocolat chaud, dont Marie-Thérèse était friande. Il existe également une autre version, selon laquelle la reine, qui était en position, aurait été effrayée par le regard de l'homme de Manabo. Cette dernière suggestion a été exprimée par le roi Louis lui-même. Un seul regard, c'était trop pénétrant. Bientôt, le malheureux page, offert en cadeau à la reine, lorsqu'il était enfant, et qui avait grandi dans ses appartements, disparut. La jeune fille fut élevée dans un couvent. On pense qu'elle se méfiait de son origine, tout en supposant qu'elle était la fille du roi lui-même. Lorsque des informations sur les propos impertinents de l'élève parviennent à la famille du monarque, la jeune fille est envoyée chez Madame de Maintenon, qui élève les enfants des favorites royales. Désireuse d'inspirer plus de modestie, Madame fait tout pour ôter à Louise Marie-Thérèse la pensée qui alimente son orgueil.
Elle reçoit la réponse. Madame, lui dit la jeune fille, la participation que prend à moi une dame de votre rang, qui est venue ici tout express pour me dire que je ne suis pas la fille du roi, me persuade que vous ne dites pas la vérité. En 1695, Louise Marie-Thérèse devient religieuse, le couvent reçoit une contribution substantielle, et la jeune fille elle-même une pension régulière versée par la famille royale. On sait que cet étrange lien entre la religieuse à la peau sombre et la famille du roi Louis XIV n'a pas été interrompu. Elle reçut la visite de nobles personnes, dont la reine Marie-Thérèse elle-même, et l'héritier du trône, Louis. La liste est longue, et comprend jusqu'à Voltaire, qui lui rendit visite en 1716. L'énigmatique religieux qui a survécu au roi, et à la reine, ainsi qu'à leurs enfants légitimes, a disparu en 1730. Merci d'avoir consulté ce site.